avec Clara Blockman, nous sommes donc les deux fondatrices effectivement d'Isée, qui est une marque de lingerie qui est née il y a un petit peu plus d'un an, le 19 octobre 2012. Nous avons commencé à travailler sur Isée depuis 2011, depuis juin 2011 exactement. Donc ça commence à faire un petit moment, même si ça fait très, très jeune encore. Alors pourquoi Isée et pourquoi nous avons souhaité nous lancer donc, sur le marché de la lingerie, puisqu'Isée est une marque de lingerie pour bonnets A et B. Alors l'idée est venue tout simplement d'un besoin que nous partagions avec les femmes à petite poitrine, donc les femmes à bonnet A et B. Nous trouvions que sur le marché de la lingerie, il n'y avait que des marques qui étaient généralistes et qui proposaient toute taille de soutien-gorge, mais qui pour les bonnets A et B ne proposaient uniquement des soutiens-gorge rembourrés, comme si la petite poitrine avait besoin d'un supplément pour se sentir belle, et des soutiens-gorge sans armature, comme le triangle, comme si la petite poitrine était une poitrine adolescente qui n'avait pas besoin de maintien. Donc face à ces deux clichés-là, nous avons souhaité lancer une marque qui proposait des soutiens-gorge sans rembourrage dans tous les bonnets A et B, donc du 80 au 95 et toutes les tailles de bas, avec des formes variées et qui donnent une vision beaucoup plus moderne de la féminité. Voilà. Vous vous êtes lancé à deux, en sortant de l'école. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment l'histoire a commencé? Vous étiez amis à l'origine, c'est un projet sur lequel vous vous êtes retrouvés? Oui, c'est un projet sur lequel on s'est retrouvés parce qu'on était camarades de promo, mais on n'était pas plus amis que ça. Rapproche. Voilà, quand on est 350, on n'a pas la chance de connaître tout le monde. Et c'est vrai que j'ai donc appris que Bérangère, dans le cadre de son master entrepreneurial, voulait développer cette idée que je trouvais évidemment séduisante parce que moi-même en tant que consommatrice j'avais repéré certains enjeux et voilà, on s'est retrouvés vraiment sur le projet et on a créé notre association toutes les deux sur cette base-là. On a commencé à travailler en juillet 2011. Vous êtes à 50-50 aujourd'hui? Non, on est à 51% pour moi et 49% pour Clara, et puis on a fait de nombreuses levées de fonds qui nous ont bien sûr dilué, mais pour le bien de l'entreprise. C'est quoi les garde-fous que vous avez mis en place au début pour assurer la pérennité de l'entreprise, éviter de vous mettre sur la tranche très vite? Est-ce qu'il y a un women agreement sur le projet? C'est quoi les règles de bonne conduite pour monter une entreprise à deux? Humainement, entre vous deux? Alors, je pense que tout simplement, déjà l'association, ce qui est important, c'est de commencer par travailler ensemble, voir comment on peut apprendre à fonctionner, se connaître aussi dans le contexte du travail et de la création d'une entreprise, qui est très différent de se connaître par ailleurs. Et donc, dans ces deux cas de figure, voilà, apprendre à se connaître est très important. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire dès le démarrage. Très concrètement, il y a eu une période de test entre vous deux. Vous vous êtes dit, voilà, on se donne 1, 2, 3 mois pour que ça fonctionne? En fait, moi, j'ai commencé à travailler en janvier 2011, donc dans le cadre de mon master entreprendre à HEC. Et donc, j'ai fait toute l'étude de marché, la création du business plan, tout en tenant Clara informée très régulièrement de mes avancées, ce qui nous a permis de voir si déjà la vision que l'on semblait partager sur la marque et sur l'entreprise était une vision que l'on continuait à partager au fur et à mesure. Et puis tout simplement pour voir si notre intérêt à l'une et à l'autre pour le projet puis pour l'entreprise était constant et croissant d'ailleurs. Autre petite question, sur la jeunesse du projet, vous êtes lancé vraiment à la sortie de vos études. Ça a été un plus, il y a des structures qui existent pour les étudiants qui se lancent directement à la sortie de l'école, il y a des modalités de financement. Est-ce que c'est à refaire, si vous deviez le refaire? Oui, heureusement que ce sera à refaire. Non, pour l'instant tout va bien. Donc, oui, je pense que nous, c'était une vraie volonté de notre part de se lancer dans la voie entrepreneuriale après l'école. Je pense que ça dépend vraiment des envies personnelles. Il faut avoir confiance en soi, confiance en l'autre. Évidemment, on ne sait pas tout et je pense qu'on pourra justement parler de ça un peu après. Mais c'est essentiel, justement, je pense aussi compte tenu de notre jeunesse, de savoir bien s'entourer pour avancer, pour construire. Aide financière, pas le souvenir. J'ai pas le souvenir. Voilà, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on a mis les quelques billes qui nous restaient de notre prêt étudiant dans l'aventure. Mais je pense qu'en tout cas, c'est
on a énormément d'énergie aujourd'hui et je pense du temps, donc c'est vrai que c'était un plus. Et après, pour convaincre, je pense aussi les investisseurs, il y a un côté, l'entrepreneuriat déjà féminin à 25 ans, je pense que ça plaît aussi. Depuis le début, vous avez été accompagné, vous avez très vite levé de l'argent, vous avez mis autour de vous des gens pour vous épauler. Comment vous avez constitué le début de l'accompagnement de d'Isée avant de rentrer en contact avec le réseau Entreprendre? Alors, en fait, le réseau Entreprendre, on est venu vers vous après un peu plus de 2 ans d'activité. Et du coup, dans les 2 premières années, il a fallu, puisque notre entreprise est une entreprise qui est très relative à l'industrie du textile, créer un capital, évidemment, pour pouvoir lancer notre première collection et lancer notre site internet sur lequel on est majoritairement, qui représente aujourd'hui la majorité de notre chiffre d'affaires. Donc pour tout ça, effectivement, on a levé des fonds dès la création de l'entreprise. On a créé l'entreprise le 1er septembre 2011 et dans la semaine qui a suivi, on s'est occupé de déposer l'argent de la première augmentation de capital qui était une augmentation de 65 000 €. La première augmentation, c'est des amis, la famille, c'est ce qu'on appelle du love money. Voilà, love money, exactement. On était évidemment en étape bien trop en amont pour aller voir et des business angels et des fonds d'investissement, donc c'est du love money. Et puis on a été également intégré à l'incubateur d'HEC au cours de notre première année, qui nous a permis d'avoir un premier accompagnement et un premier tuteur d'ailleurs. Et ça nous a beaucoup aidé à construire l'entreprise et à prévoir une deuxième levée de fonds ainsi que le lancement de la marque. Alors pourquoi vous avez sollicité le réseau Entreprendre? C'était quoi l'envie, le projet? C'était sur le financement? C'était sur l'accompagnement? Ça a été quoi le driver de votre motivation à rejoindre le réseau? Je pense que c'était vraiment l'envie d'avoir une structure référente en entrepreneuriat qui pourrait nous accompagner pendant ces premières années de l'entreprise. Donc c'est vrai que nous, on avait cette envie, on avait, je pense aussi, cet état d'esprit, puisqu'on avait fait partie d'un incubateur. Finalement, on a toujours été bien encadré, mais c'est vraiment un besoin qu'on ressent. Et donc le réseau Entreprendre, c'était une vraie opportunité, d'abord parce que ça nous permettait effectivement d'avoir un tuteur, donc on voit une fois par mois. Ça nous permet de sortir la tête de l'eau pendant 2 heures, mensuellement, c'est pas trop, de nous poser des vraies questions, d'avoir quelqu'un qui nous renvoie la balle, qui a beaucoup plus d'expérience que nous, qui peut du coup nous conseiller, qui n'a pas d'intérêt au capital de l'entreprise, donc qui est vraiment neutre et qui nous conseille pour le mieux. Et puis aussi, on a ces réunions entre entrepreneurs et c'est aussi essentiel de pouvoir échanger sur différentes problématiques entrepreneuriales avec des gens qui en sont au même stade que nous. Donc voilà, je pense que vraiment notre envie, c'était même si on est un duo, qu'aujourd'hui on a des stagiaires qui sont avec nous, c'est important aussi de sortir de notre bocal et de voir autre chose. Et bien sûr, le réseau Entreprendre, il y avait aussi une aide financière, un prêt d'honneur, qui n'est pas négligeable. Et bien sûr, un label auprès des banques, auprès d'investisseurs. Donc c'est sûr que c'est une structure qui contribue à crédibiliser le projet. Et puis aussi, c'est être sélectionné au réseau Entreprendre, sachant que c'est quand même sélectif. Tout de suite, c'est aussi admettre que le projet a une certaine dimension et vocation. Je me tourne vers Louis. Je t'ai pas encore laissé te présenter. Ce qui est amusant surtout aussi dans votre rencontre, c'est que vous êtes dans la lingerie, dans le textile. Louis, tu connais a priori pas particulièrement ce secteur. Rien. Est-ce que c'est après te présenter, est-ce que tu peux justement raconter dans quelle mesure tu peux leur apporter en dehors de ton secteur d'activité cet apport, cet échange qui peut être intéressant pour Clara et Bérangère? Je crois qu'à notre première rencontre, j'avais mis les choses au point dès le départ, c'est-à-dire que je n'aurais rien promis en termes de contenu, d'aide, je leur ai simplement promis une écoute de quelqu'un qui a des temps grises, qui a pas mal de situations, et je leur ai promis de les aider à trouver ce qu'elles avaient déjà en elles. Elles n'arrivaient pas forcément à formuler ou à sortir. Je crois qu'à l'expérience, on a trouvé quand même un certain nombre de points d'accroche. Même si je ne connais pas spécifiquement la lingerie et le textile, je sais quand même ce que c'est que des problèmes de marketing, des problèmes de relations clients, des problèmes de levée de fonds, des
problèmes de trésorerie. Donc on a en fait plus de sujets qu'on a le temps d'en traiter à chaque entretien, je crois. Le fait de ne pas connaître le secteur permet aussi de jouer un petit peu le rôle du candide, en fait, du naïf qui pose donc des bonnes questions. Ça ressemble quoi un échange quand vous êtes tous les trois? C'est quoi les sujets? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un début, une fin? Est-ce que vous finalement vous voyez tous les mois mais c'est entrecoupé d'appels sur des points importants? À quoi ça ressemble un rendez-vous Isée, Louis? Tu veux la théorie ou la pratique? Les deux. Alors la théorie c'est qu'il faut quand même un certain nombre de points fixes, c'est-à-dire des chiffres. C'est-à-dire que je dis ça volontiers parce que c'est un sujet de plaisanterie entre nous. Des sujets réguliers, mais l'essentiel de l'entretien est fait sans agenda. C'est-à-dire que soit il y a un sujet sur lequel elle sollicite mon avis, elle m'envoie, elle m'en saisisse quelques jours avant, le temps que je puisse y réfléchir. On balaye tout simplement ce qui leur passe par la tête, les difficultés qu'elles ont rencontrées ce mois-ci, les doutes qu'elles ont, et on aborde les sujets un par un sans vrai agenda. On va rentrer dans l'intimité. C'est quoi le point ou les points un peu problématiques dans lesquels vous êtes rentrés ces dernières, à l'occasion de vos dernières rencontres, qui ont été un peu, enfin qui ont été pas un peu, mais utiles pour vous? Il y en a beaucoup. En fait, moi, chaque fois qu'on voit Louis, donc c'est le premier lundi du mois, on a l'impression qu'il n'y a pas de temps qui s'est passé entre les deux entretiens. Donc c'est vrai que ça revient très vite finalement, un point mensuel quand on a des journées où on fait 1000 choses, le point mensuel il revient finalement très vite. Mais pourtant les problématiques sont variées, donc je pense qu'on avance bien. Récemment en date, on a quand même bien traité la question du prestataire logistique, puisque nous on est un site e-commerce, donc on a une vraie problématique logistique sur laquelle effectivement Louis nous a aidé à réfléchir. Également sur le développement commercial d'Isée, parce qu'on est sur l'étude de différents scénarios d'évolution sur l'ouverture ou non d'une boutique en propre, donc on réfléchit également à ça ensemble. Là on arrive aux Galeries Lafayette dans une semaine, donc il y a plein de petites choses à régler, et là Louis pour le coup connaissait quelqu'un qui était à même de bien nous aider puisque lui-même il avait cette expérience terrain, donc on a pu réfléchir à ça ensemble. Il y a, je pense, quand même une vraie... C'est Bérangère qui chapeaute plutôt cette partie, mais une partie très chiffrée, financière, sur laquelle Louis, justement, aide à nous structurer. Donc voilà, en tout cas, c'est varié. Et je pense que c'est intéressant, justement, d'avoir cette totale liberté de se dire on peut aborder n'importe quel sujet. J'en oublie, j'oublie aussi un peu l'organisation de notre société, c'est-à-dire humainement. Nous, on est sur une société qui n'est pas encore rentable, donc pourtant on a besoin de s'entourer. Comment est-ce qu'on fait? C'est des vrais sujets, et je pense que c'est essentiel de pouvoir en parler, librement, et nous, c'est vrai que ça... comme c'est une discussion qui est très ouverte, comme dit Louis, c'est je pense aussi de faire ressortir des ressources qu'on a en nous, mais c'est juste en fait d'amener les bonnes questions, de savoir structurer le débat, et finalement on trouve des réponses comme ça. Vous avez des investisseurs à vos côtés aussi. Qu'est-ce que vous dites à Louis que vous ne dites pas à vos investisseurs, et inversement? Tout. Non, mais on parle à nos investisseurs de manière officielle, et on parle à Louis de manière officieuse. Donc Louis, moi ce que je voulais ajouter, c'est que la première fois qu'on est allé dans son bureau, j'ai eu comme l'impression qu'on allait voir le docteur pour entreprise. Donc on s'est assis devant lui et il nous a dit: Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? Et qu'est-ce qui va bien aussi? Donc c'est un peu comme ça que ça se passe, et finalement c'est vrai qu'on est plutôt dans l'attitude de se livrer. Et évidemment, les investisseurs, je pense que même s'ils étaient là, ils comprendraient tout à fait notre politique. On dit ce qui est factuel, mais on ne va pas dire forcément chaque élément de réflexion qui se pose à nous, et on en a plusieurs par jour. Donc voilà, c'est vrai que Louis, on lui confie tout comme un confident, et il fait partie quelque part du coup de l'aventure avec nous au quotidien. Ça vous rend pas schizophrène d'avoir deux discours? Non. Je pense que c'est le propre d'un entrepreneur aussi, de savoir médiatiser ce qu'il faut médiatiser. Louis, c'est quoi ton intérêt à faire ça? C'est incroyable parce que Louis, donc, tu passes du temps avec elle, t'as pas le droit d'investir dans ce projet.
Et en plus, tu soutiens financièrement le réseau Entreprendre. Ça coûte un peu d'argent. Et ça te coûte un peu d'argent. Pourquoi tu fais ça en fait? Quel est ton intérêt à soutenir des projets comme Isée et comme d'autres auparavant? Je crois qu'il en est du réseau Entreprendre comme de la plupart des initiatives bénévoles ou associatives dans lesquelles on s'engage. On y va sincèrement animé du besoin d'aider, de partager. Quand on arrive à un certain âge dans la vie, c'est des problématiques qui deviennent importantes. Et puis quand on se retourne quelques mois ou quelques années après, on s'aperçoit toujours qu'on en a retiré beaucoup plus à titre personnel que ce qu'on y a amené. Voilà, donc moi je crois que ce que je leur amène, alors je vous ai réalisé mon parcours, mais il se trouve que je suis à titre professionnel investisseur en PME, donc j'ai vu des dizaines de situations. Donc je suis compétent dans rien, mais j'en ai vu beaucoup, donc l'expérience fait que je peux réagir sur les sujets. À moi, ça m'amène des choses, ça m'amène du plaisir, il est rare que je ressorte d'un comité Entreprendre ou d'une entrevue avec une bonne idée que je peux m'appliquer à moi-même ou à certaines de nos participations. J'en retire de l'énergie parce que je suis très très admiratif de ce que font ces entrepreneurs jeunes et moins jeunes, de tout risquer, de se lancer avec finalement très peu de certitude, très peu d'informations. Et ça donne la pêche, quoi. C'est aussi simple à dire que ça. Et donc c'est pour ça que ça fait 10 ans que je suis au réseau Entreprendre et je le regrette pas une seconde. Et j'y ai trouvé des choses concrètes. J'y trouve des contacts, j'y trouve des idées, je crois qu'il y a beaucoup à gagner de ce contact entre les plus jeunes générations, parce que les créateurs d'entreprise sont quand même en général plus jeunes, et la génération qui a un petit peu plus d'expérience. C'est quoi la limite de ton rôle? Tu as vu avant Isée une autre boîte qui s'appelait Weblib. Est-ce que tu as senti un jour qu'en fait tu ne pouvais pas aller plus loin que ton seul rôle d'accompagnateur? Alors Weblib, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose de frustrant dans cet accompagnement? Oui, on a très envie d'investir. Souvent, on a très envie d'investir, et la règle du réseau qui est classique, évidemment très bonne, c'est que l'accompagnateur doit rester neutre, ne doit pas avoir intérêt dans l'entreprise. Je crois que oui, on peut arriver à un moment où on s'aperçoit qu'on n'amène plus rien aux entrepreneurs. Je crois que c'est le moment où il faut arrêter. Il faut faire des bilans réguliers. Ça fait 6 mois que j'accompagne Bérangère et Clara, et on va faire un premier bilan à 6 mois. Donc ça peut arriver, ça m'est jamais arrivé pour l'instant, mais ça peut arriver. Je te pose la même question que je vous ai posée. Entre le regard d'investisseur que tu poses sur les participations que tu gères dans ton activité professionnelle et le regard que tu poses en tant qu'accompagnateur, en dehors du sujet rentabilité, c'est quoi les métriques que tu regardes ou que tu ne regardes pas en tant qu'accompagnateur? Il y a beaucoup de points communs. C'est-à-dire qu'un investisseur il est intéressé à la réussite du projet, donc il regarde en permanence le potentiel du projet et en même temps les risques qui sont pris. En revanche, il travaille dans un business model où il a reçu de l'argent de ses souscripteurs, et cet argent doit normalement obtenir un rendement. Je crois que dans la démarche du réseau Entreprendre, on prend beaucoup plus de risques, on a un regard aussi aigu, mais plus bienveillant. Pour revenir à Isée, vous en êtes où aujourd'hui après 2 ans de démarrage et 1 an d'activité plein? C'est quoi l'histoire d'Isée aujourd'hui et c'est quoi vos prochaines étapes? C'est quoi vos prochains enjeux? Vous êtes sorti de la phase création? C'est difficile de dire qu'on est sorti de la phase création. Je crois que pour nous, il y a un terme qui est très proche de cette histoire de création, c'est le mot start-up. Et on est encore une start-up à partir du moment où on n'a pas encore structuré l'entreprise de manière à ce qu'elle devienne non plus une start-up, mais une PME. Voilà, pour nous, c'est ça l'enjeu, déjà cette année, un enjeu majeur. Au-delà de ça, pour l'activité commerciale, Clara a dit l'essentiel tout à l'heure. On arrive aux Galeries Lafayette dans 1 semaine, ce qui pour nous est un grand pas. On était déjà l'invité du Bon Marché pour la saison automne-hiver 2013 à partir du mois de juillet 2013 et ce jusqu'à fin janvier. Ça s'est formidablement bien passé. Donc le Bon Marché a décidé de nous faire à nouveau confiance et donc nous restons au Bon Marché en parallèle des Galeries Lafayette. Le site internet fonctionne très bien, il est en pleine croissance. Donc nous continuons à vendre majoritairement via ce biais-là.
Mais donc effectivement, nous réfléchissons à d'autres canaux de distribution qui viendront accompagner le volet distribution physique en plus des distributeurs indirects que sont les grands magasins ou les boutiques multimarques de lingerie ou de prêt-à-porter qui nous font confiance aujourd'hui en France et en Allemagne. Il faut donc réfléchir à la question d'une boutique en propre ou à prolonger le scénario vente éphémère, puisque ISE fait aussi beaucoup de ventes éphémères et nous en faisons 3 par collection, c'est-à-dire une fois tous les 2 mois. Généralement, nous le faisons dans le Haut-Marais, ça fonctionne vraiment très très bien. On attire beaucoup de monde au cours de ces week-ends de distribution en boutique éphémère. Et donc on se pose la question d'aller plus loin dans ce scénario-là pour faire des ventes encore à Paris, mais de façon beaucoup plus importante, et également en province. Et sur l'international, on pense et vous citiez souvent le marché asiatique, vous avez commencé à attaquer ce marché, c'est un enjeu pour vous? C'est un gros enjeu pour nous. Il faut qu'on s'arme un peu plus avant, justement, installer vraiment une vraie notoriété de marque, une vraie réputation. Néanmoins, on commence à poser quelques jalons, et là notamment on a un nouvel agent en Chine qu'on vient de rencontrer parce que c'était le salon de la lingerie la semaine dernière. C'est quelqu'un qui nous a approchés plusieurs fois et à qui finalement on a décidé de faire confiance parce que voilà, on a bien creusé la relation. Et on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que là on a senti que c'était une belle opportunité, c'est un vrai entrepreneur qu'on a en face de nous. Et voilà, c'est une première approche du marché asiatique. Il nous a dit qu'il fallait être patiente et je pense qu'il a raison de nous l'avoir dit. Donc il n'est jamais trop tôt pour commencer à étudier le marché. C'est quoi votre rêve pour ISE d'ici 5 ans? Notre ambition ou notre rêve, c'est vraiment de faire d'ISE une très grande marque et même, je dirais, la marque leader de la lingerie pour petite poitrine en France et à l'international. L'international passe pour nous, évidemment, comme on l'a dit, par l'Asie en priorité, mais pas que. Donc c'est quelque chose que l'on construit progressivement et on veut vraiment qu'ISE ait cette image d'une grande marque en lingerie. Il y a peu de marques aujourd'hui qui se lancent en lingerie et qui deviennent de très grandes marques et pour nous c'est une vraie ambition. Vous allez sortir du petit bonnet? On nous pose souvent la question. C'est vrai qu'on a attaqué quand même une niche et c'est ce qui a fait très vite la réputation de la marque. On a eu énormément de presse très tôt. Sur le site, on vend majoritairement du 85A, du 90A, donc c'est vraiment des très petits bonnets qui nous font confiance parce qu'il y a un vrai besoin. Nous, ce besoin, on veut l'adresser de la meilleure façon possible, donc c'est vrai qu'on a des produits qui sont créés spécifiquement pour les petites poitrines pour vraiment bien leur aller, être extrêmement confortable et mettre en valeur. Donc c'est vrai que ça peut être tentant d'aller vers un bonnet un peu plus grand, mais il ne faut pas non plus se tromper ni de message, ni d'offre. Donc pour l'instant, on reste là-dessus. Je te pose le rêve d'ISE, Louis. C'est quoi pour toi les facteurs clés de succès d'ISE d'ici 3 ans, 5 ans pour atteindre ce rêve? Si tu regardes les autres entreprises que tu as pu accompagner dans ton projet professionnel et au sein du réseau Entreprendre, qu'est-ce qui va faire que ISE sera encore là dans 3 ans et sera dans 5 ans le leader du petit bonnet? Spontanément, je dirais 2 points, qui sont les 2 points qui m'ont séduit dans le projet. Le premier, c'est une vision stratégique très claire dès le début, très claire. C'est des choix, ils sont bons, ils sont pas bons, mais en tout cas c'est des choix, ils sont déroulés de façon très cohérente dans la fabrication, dans la communication, dans les circuits de distribution. Et donc c'est sûr que comme toutes les entreprises, elles vont être amenées à changer certainement de paradigme, mais en tout cas elles sont très fortes dans leurs convictions. La seconde, c'est que j'ai été frappé dès le premier rendez-vous par la qualité de la relation entre les deux associés, qui sont très différentes de mon point de vue. Mais on s'aperçoit tout de suite que les échanges sont extrêmement fluides, elles sont adaptables, et même donc ce mélange, si vous voulez, de structuration très forte de l'idée stratégique et de capacité au dialogue pour en changer quand il faudra en changer, sont à mon avis les deux facteurs qui vont faire que cette entreprise va réussir. En tout cas, moi j'y crois vraiment très fort. Sur l'équipe et l'association, c'est un sujet hyper important. Qu'est-ce que vous avez mis en place au quotidien pour vous dire les choses, pour faire passer les messages?
Hier, on avait une intervenante qui racontait que toutes les semaines, elle avait avec son associé, deux femmes, un gueuloir, où une fois par semaine, elles avaient la possibilité de tout se dire. En dehors de ce gueuloir, les choses étaient claires et carrées. Est-ce que vous vous engueulez, ou est-ce que tout fonctionne aujourd'hui? On n'a pas de gueuloir. mais voilà, disons que je pense qu'il y a différentes façons de fonctionner qui correspondent aussi aux personnalités de chacun. Voilà, clairement, on n'a pas besoin de ça parce que quand il faut se dire les choses, on se les dit, et que parfois, sans avoir besoin de se dire les choses, on s'adapte aussi. Voilà, c'est le propre aussi d'une association qui fonctionne, c'est savoir s'adapter, se comprendre, connaître les qualités et les défauts de l'autre, et voilà, creuser, s'adapter, comme je le disais, par rapport à ça. Donc on n'a pas de fonctionnement, je dirais, spécifique comme on pourrait avoir toutes les semaines, une rigueur par rapport à tout ça, mais plutôt une attitude du quotidien qui fait qu'on communique. Voilà, les sujets dont chacune a la responsabilité, on s'en fait part. On sait ce que les réunions avec des interlocuteurs variés ont donné pour chacune d'entre nous. On les partage, voilà, on sait quelles sont nos problématiques, on s'en fait part au quotidien.